Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Au lieu du gaz, nous ne parlerons pas des fermes portes à ventouses qui aspirent les portes de la Mercedes-Benz W140. Toutes ces histoires de compresseurs et de tubes à vide sont le lot de la classe affaires, qui a déjà atteint un âge très vénérable. Personne ne mettra un compresseur sur le couvercle du coffre de la Ford Mondeo ou de la Toyota RAV4, ce n'est pas très fiable, surtout lorsqu'il existe une alternative sous forme d'électricité. Voyons donc comment fonctionnent les fermes-portes et les couvercles de coffres électriques modernes. Mettons les points sur les i et divisons les actionneurs électriques en deux catégories. La première est celle des actionneurs électriques capables de fermer ou d'ouvrir complètement la porte. Ils sont peu nombreux et se trouvent soit dans les portes latérales coulissantes des monospaces, par exemple, le Toyota Alphard, soit dans les portes à charnières des voitures haut de gamme comme la Rolls-Royce ou Tele, chinoise, moderne à la mode. Comme la VAT11, qui sont des voitures de luxe à VAT11, c'est pourquoi nous parlerons des entraînements électriques de ce type dans la section consacrée aux portes coulissantes. On peut au moins trouver des voitures équipées de ce type d'entraînement sur les routes. Et dans l'article consacre à l'entraînement électrique de la porte du coffre. Dans tous les autres cas, nous parlerons de ferme-porte ou, comme on les appelle communément, de ventouses. Ce type de ferme-porte électrique est beaucoup plus courant, tant dans les portes et les couvercles de coffre des berlines que dans les portes arrière des crossovers. Ces ferme-portes sont très appréciées, ce qui s'explique logiquement. Cet entraînement électrique ne ferme pas complètement la porte, mais se contente de tirer la porte jusqu'au bout, afin que le propriétaire du miracle mécanique n'en fasse pas trop, en claquant la lourde porte qui contient des kilogrammes de câbles et de moteurs électriques. Jusqu'au premier déclic de la serrure, le conducteur, ou les passagers, couvrent la porte de ses mains. C'est alors que la serrure commence à agir d'elle-même. Comment cela se passe-t-il? Il est équipé d'un capteur à effet Hall qui contrôle la fermeture de la porte. Pour ce faire, il surveille la rotation du cliquet, qui verrouille la porte à l'aide d'un support. Si le cliquet n'est pas tourné à un angle suffisant, la porte est fermée d'un clic et doit être serrée à fond. Le capteur de Hall lui-même ne comprend pas cela, bien sûr, il transmet simplement un signal à l'unité de contrôle, et c'est cette unité qui décide de pousser la porte jusqu'à la butée. Comme il ne peut lui-même appuyer sur rien, il en donne l'ordre à un autre mécanisme exécutif, l'actionneur électrique de la serrure de la porte. L'actionneur met en marche son moteur électrique, en règle générale, avec une boîte de vitesse, et tire la barre de traction avec lui. Le câble tire le loquet rotatif par l'intermédiaire de la barre de traction. Le capteur à effet Hall génère un signal indiquant que tout va bien, que la porte est fermée. Comme vous pouvez le constater, le mécanisme n'est pas compliqué. L'actionneur électrique de couvercle de coffre est encore plus simple. Le moteur de l'actionneur électrique fait généralement tourner une vis qui tire le couvercle du coffre vers le bas jusqu'à ce que la serrure s'enclenche. Le capteur de Hall est pratiquement le même que celui de l'actionneur électrique de la serrure de la porte. C'est compréhensible, le capteur de Hall reste toujours un capteur de Hall et ne change pas son principe de fonctionnement, quel que soit l'endroit où il se trouve, même dans le capteur de position du vilebrequin ou dans le capteur de vitesse. Le système d'entraînement électrique de la cinquième porte des crossovers différait à la fois sur le plan mécanique et sur le plan logiciel. Du point de vue mécanique, la principale différence réside dans le fait que le moteur électrique ne pousse ni ne tire rien, mais fait tourner la boîte de vitesse, qui modifie l'angle de position des charnières de la porte arrière. En d'autres termes, ce moteur fait littéralement tourner la porte par rapport à l'axe de son support, il ne fonctionne donc pas comme un ferme-porte, mais comme un moteur électrique, qui ferme et ouvre complètement la porte. En ce qui concerne la partie logicielle, la différence réside dans le fait que, très souvent, les fabricants permettent au conducteur d'apprendre, à l'unité de commande à relever la porte à un certain angle, par exemple, pour qu'elle ne s'appuie pas contre le couvercle d'un parking ou d'un garage couvert. En général, cela ne leur coûte rien, mais du point de vue de l'acheteur, c'est spectaculaire. Comme, par exemple, un capteur sous le pare-choc, qui permet d'ouvrir la porte d'un simple mouvement du pied. Dans l'ensemble, il s'agit d'un jouet bon marche,
mais sa présence fait le bonheur des propriétaires de crossover, même bon marche. Il est possible de parler séparément des commandes hydrauliques des couvercles de coffre, mais aujourd'hui elles ne se rencontrent pratiquement plus, et nous avons convenu de ne pas parler d'exotisme. Les propriétaires de toutes les BMW série 738 et autres ont depuis longtemps découvert par eux-mêmes tout ce qu'il y a à savoir sur leur système boueux de levage de coffre. Enfin, les portes coulissantes à commande électrique. Elles sont généralement installées sur les monospaces, ce qui explique qu'elles ne soient pas le type de motorisation électrique le plus répandu. Mais elles posent plus de problèmes que les autres motorisations. Ou du moins pas moins que les entraînements des serrures électriques de coffre des berlines, ces dispositifs tombent également en panne plus souvent que les serrures de porte. Qu'est-ce qui peut bien casser dans les actionneurs électriques? Les contacts, la saleté et l'eau. Soyons réalistes, les actionneurs de serrures électriques ne sont pas les éléments les plus compliqués d'une voiture moderne. Il n'y a pas de panne massive permanente, ce n'est pas l'accès sans clé, qui peut tomber en panne sur n'importe quelle voiture. Et à n'importe quel moment, mais quelques dysfonctionnements mineurs se produisent. Et certains d'entre eux peuvent être éliminés par vous-même. Laissons de côté les portes coulissantes pour l'instant et commençons par les serrures électriques des portes ordinaires et des couvercles de coffre, dont les problèmes sont très similaires. Si la serrure est sous tension, mais qu'elle ne fonctionne pas, il faut creuser davantage. Laissons de côté les défauts mécaniques visibles à l'œil nu, rupture du câble, usure du loquet ou de la tirette, il est difficile de ne pas les remarquer, ils sont évidents et, si la voiture n'est pas trop vieille, ils ne sont pas trop probables. Mais le moteur peut griller. Le vérifier n'est pas tant difficile que fastidieux, vous pouvez le mettre sous tension directement et voir s'il fonctionne. La manière de procéder dépend de la voiture. Dans certains cas, vous devrez retirer le moteur électrique, dans d'autres, vous pourrez le faire sans le démonter. En général, à ce stade, il est préférable de s'adresser à un service après-vente. Si vous en faites trop, vous risquez de brûler l'unité de contrôle. Par conséquent, si vous ne comprenez pas le schéma de fonctionnement et si vous n'avez pas d'expérience, il est préférable de ne pas vous aventurer sur ce terrain. Si le moteur doit être remplacé, il n'est pas toujours nécessaire d'acheter une pièce d'origine. Surtout aujourd'hui, où son coût peut s'avérer inespéré. Il est presque toujours possible de trouver un analogue adéquat, et il vaut mieux le faire plutôt que de chercher un moteur d'origine. Dans une décharge, personne ne sait combien de temps il durera. Il n'y a rien d'autre à casser à l'intérieur de la porte. Les capteurs à effet Hall dans les portes fonctionnent presque éternellement, et nous avons déjà mentionné la partie mécanique, elle est assez fiable, elle tombe très rarement en panne, et il n'y a rien à diagnostiquer à cet endroit, tout peut être vu en même temps. Il reste donc la situation la plus difficile, la défaillance de l'unité de contrôle. Il convient de préciser qu'il est très difficile de gérer ce dysfonctionnement de manière autonome. La commande des serrures peut être organisée par l'unité de confort, les actionneurs de serrures eux-mêmes peuvent être à 2, 3, voire 5 broches, tout dépend du schéma de commande, qui peut être basé sur une simple serrure centrale, et peut être une unité de confort. À titre d'exemple, je citerai Mercedes, qui pourrait installer des serrures avec un nombre différent de contacts sur le même modèle. En fonction de l'équipement. Il est clair que tout le monde ne sait pas comment s'y prendre. Quoi qu'il en soit, sans diagnostic informatique et sans une bonne compréhension de l'électricité, il est inutile de s'occuper de l'unité de confort, ou de toute autre unité. Après tout, elle peut être simplement inondée d'eau et brûlée, et dans tous les cas, il est impossible de le faire sans diagnostic. Mais il est judicieux de vérifier au moins les interrupteurs de fin de course, dans le cas du verrouillage central, ce sont généralement les interrupteurs de fin de course qui sont responsables du verrouillage des portes, et il faut donc s'assurer que la voiture sait quelle porte est ouverte et quelle porte est fermée. Voici maintenant la partie la plus délicate, les portes coulissantes. Ici, le mécanisme est plus compliqué, et la raison pour laquelle la porte se déplace trop lentement ou pas complètement se trouve le plus souvent à l'intérieur. Plus précisément, la saleté qui s'accumule dans ce mécanisme. La réparation d'une porte coulissante motorisée commence donc par une opération simple, vérifier la liberté de mouvement de la porte. Et nettoyer ses guides et ses galets. L'approche est la même sur l'ancienne Volkswagen Caravelle que sur le nouveau Toyota Alphard. Il est d'ailleurs préférable de procéder à un entretien préventif du mécanisme de la porte, car l'augmentation de la charge sur l'actionneur réduit sensiblement sa durée de vie. Si le nettoyage et la lubrification appropriés,
pas avec du solidol provenant d'une vieille boîte de conserve, n'a pas aide, nous devons procéder de la manière habituelle, vérifier le mécanisme et tous les circuits électriques. Les statistiques disent que si tout est propre, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, il est le plus souvent nécessaire de remplacer le moteur d'entraînement. Mais comme le hasard fait bien les choses, il ne faut pas tout mettre bout à bout, il y a des cas différents. Des solutions simples à des problèmes complexes. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner deux autres éléments qu'il est souhaitable de garder à l'esprit. La première est le bouton d'arrêt des actionneurs électriques. Il n'est pas présent partout, mais, par exemple, Toyota l'adore. Si vous appuyez accidentellement sur ce bouton, les serrures ne fonctionneront pas. Avant de vous énerver, n'oubliez pas de vérifier si vous avez vous-même de braille l'actionneur. La seconde concerne les voitures les plus récentes et les plus sophistiquées. Malheureusement, plus l'électronique est complexe, plus elle est capricieuse. Et il arrive que ce soit les unités de contrôle qui tombent en panne, celles-ci étant parfois très dépendantes de ce qui se passe dans le réseau de bord. Si, sur une voiture presque neuve, la porte arrière programmable cesse soudainement de s'ouvrir, essayez de retirer la borne de la batterie pendant 5 à 7 minutes. Cela permet souvent d'améliorer la situation. Parfois, l'unité de contrôle peut oublier l'étalonnage de l'angle d'ouverture de la porte arrière. Dans ce cas, vous pouvez essayer de le programmer à nouveau, de manière plus fiable après la même déconnexion temporaire de la batterie. Et, bien sûr, le risque de dysfonctionnement des actionneurs électriques est considérablement plus élevé avec une vieille batterie. La tension du réseau de bord ne doit pas être inférieure à celle prescrite par l'usine, et c'est particulièrement important en hiver. Lorsque les vieilles batteries meurent simplement à cause du gel. Avant l'hiver, il est souhaitable de charger la batterie et de traiter les ouvertures de porte avec de la graisse de silicone pour éviter qu'elles ne gèlent. Le risque de rupture de l'actionneur sera alors considérablement réduit. En conclusion, il est essentiel de comprendre les défis liés aux ventouses, ferme-portes et à l'automatisation complète des opérateurs de portes électriques. Ces éléments, bien qu'indispensables pour le bon fonctionnement des systèmes d'accès, peuvent souvent être à l'origine de pannes et de dysfonctionnements. Une maintenance régulière et une attention particulière à la qualité des composants sont cruciales pour garantir la durabilité et l'efficacité de ces installations. En investissant dans des solutions fiables et en formant le personnel à leur utilisation, nous pouvons minimiser les risques de casse et assurer un fonctionnement optimal des portes électriques. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.